Bonjour à tout le monde, bienvenue à ce webinaire. Mon nom est Jasmin Guénette. Je suis le vice-président des affaires nationales avec la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante. On est très heureux de vous avoir en grand nombre avec nous cet après-midi pour discuter avec des représentants de l'Agence du revenu du Canada de la subvention salariale de 75 %. Donc, on va avoir le grand plaisir de pouvoir vous présenter, de vous faire une présentation et ensuite de pouvoir répondre à vos questions. Je suis avec mes collègues Rachel et Gopinath qui vont nous aider avec la présentation cet après-midi. Donc, la subvention salariale de 75 %, c'est une politique qui a été mise en place qui vise à aider les PME. On en a beaucoup parlé, nous, durant nos propres webinaires. Et là, on aura dans quelques secondes l'occasion d'entendre nos collègues de l'Agence du revenu du Canada et faire une brève présentation et rester disponible pour répondre à vos questions. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter les gens qui sont avec nous du côté de l'Agence du revenu du Canada. On a dans un premier temps Fezel Goulam-Hussein, qui est le directeur des politiques au bureau de la ministre Le Boutillier. Nous avons également Ted Gallivan, sous-commissaire de la Direction générale des programmes d'observation avec l'Agence du revenu du Canada. On a également Randy Ouellette, directeur général de la Direction de la politique législative, et Carleen Ear, agente principale des programmes à la section du développement des déclarations et remboursement de la TPS-TVH, Direction générale de cotisation et des prestations de services. Et donc, sur ce, je souhaite à tout le monde un bon webinaire. J'espère qu'on pourra répondre le plus possible à vos questions et je vais demander à Fezel de commencer la présentation, s'il vous plaît. Merci beaucoup, Jasmin. J'aimerais remercier tout le monde, surtout à la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante pour nous aider à organiser cet webinaire avec tous les intervenants qui sont affectés durant ce temps de la COVID. La ministre nous encourage fortement d'engager les intervenants. Alors ça, c'est une très bonne opportunité d'apprendre de vos questions pour assurer que ces programmes très significants sont accessibles à ceux qui ont besoin. Et alors, de la part de la ministre, j'aimerais vous remercier à vous joindre à nous et aussi aux employés de l'agence qui travaillent vraiment fort durant ces temps difficiles pour promouvoir une politique pour aider les Canadiens et les entreprises canadiennes à réussir. Alors, avec ça, je vais passer la parole à Ted et Randy pour nous guider à travers les questions. Merci beaucoup. Alors, je vais passer à un bref aperçu du programme. Je vais essayer d'adresser quelques questions assez fréquentes qu'on a déjà fait face et ensuite passer la parole à Randy pour quelques éléments plus détaillés. Puis ensuite, une session de questions-réponses, ce serait grandement apprécié. Nous sommes reconnaissants aussi des défis dont fait face les entreprises au Canada. Et vraiment, c'est drôle d'avoir celui en charge d'observation à l'agence parler d'un programme où on veut payer des montants. Mais vraiment, c'est un défi pour nous de s'assurer qu'on peut allouer les fonds dans un temps opportun, tout en assurant une dépense efficace des fonds publics. Et je vais tourner à ça un peu parce qu'on essaie de vraiment minimiser la part qui est imposée. Bon, en ce moment, on a déjà quelques produits qui peuvent aider les entreprises et les représentants à déterminer s'ils qualifient et aussi à estimer un peu les montants qui pourraient être éligibles.
Nous avons lancé mardi une calculatrice et un site web avec certaines informations de base. Et ça, c'est déjà disponible dans notre domaine public. Hier soir, nous avons mis une première série de questions-réponses qui adressent beaucoup des questions qu'on avait déjà recueillies au cours de sessions comme ça. Et si jamais dans cette session, moi-même et Randy, l'équipe, on n'a pas nécessairement vos réponses, nous en profitons pour répondre directement à travers l'association et aussi mettre à jour nos questions-réponses. Alors, les questions-réponses qui sont déjà sur le site, nous attendons à les mettre à jour sur une fréquence assez régulière parce que nous sommes conscients qu'il y a des scénarios qui n'étaient pas nécessairement prévus ou qui ne sont pas nécessairement adressés directement. Je mentionnerai deux autres produits qui s'en viennent. Il y a une guide et aussi un exemple de l'attestation qui est demandée de l'entreprise qui réclame la subvention. Et de notre perspective, c'est deux autres outils qui commencent à expliquer le processus. Au niveau de la chronologie, le site d'application s'est ouvert le 27 avril. Alors, dès lundi, il serait possible de poser application. Nous allons avoir le premier démarrage du système pour produire les chèques. Ça va être dans la soirée du 4 mai. Alors, nous avons toute une semaine de prévu pour recueillir les premières réclamations, de tester les validations et ensuite, dans la soirée du 4 au 5 mai, nos systèmes vont passer les réclamations et ensuite procéder à l'émission des chèques. Le processus de validation dont j'ai fait mention, avant d'effectuer un paiement, on essaie de vraiment limiter l'intervention humaine avant paiement. S'il y a une question qu'un numéro d'entreprise est changé fréquemment le compte de banque au niveau de dépôt direct ou changer d'adresse, il se peut qu'on se pose une question et que nous rentrons en contact avec l'entreprise. Si le montant demandé dépasse une certaine valeur brute, si c'est une demande d'une vingtaine de millions, nous allons confirmer que c'est une entreprise d'une telle grandeur. Et nous allons aussi effectuer quelques vérifications au niveau de la masse salariale, des montants de paye qui ont déjà été soumis. Alors, vraiment, on veut minimiser le pourcentage où il y a des demandes. Et si jamais l'agence veut procéder à un examen, nous allons se servir de téléphone. Nous avons mis à côté 3000 employés pour effectuer ces appels. Et nous avons aussi ouvert l'agence à utiliser des courriels afin de vraiment clarifier aucune question que nous avons dans les plus brefs délais possibles. Alors, nous voulons vraiment, à partir du 27, s'assurer que le maximum des demandes peuvent passer dans la soirée du 4. Ensuite, pour les prochaines périodes ou ceux qui peuvent simplement effectuer leur demande le 4, le 5, le 6 mai, le système va être ouvert et nous allons encore procéder à émettre des chèques via dépôt direct et aussi des chèques en papier, mais nous encourageons fortement les gens à s'inscrire pour le dépôt direct qui va vraiment raccourcir les délais. Et nous travaillons aussi avec les institutions financières, dont il devrait y avoir des nouvelles bientôt, au niveau des processus accélérés pour aider ce processus. Le processus d'application se fait en ligne. Et pour faciliter cette tâche, si vous appelez notre numéro d'information pour les services aux entreprises, nous sommes maintenant en position d'offrir les codes d'accès à travers le téléphone immédiatement. Alors, tant au niveau des courriels et tant au niveau de donner le code d'accès immédiatement pour nos services en ligne, nous avons ajusté nos approches pour mieux faire face à la crise actuelle et essayer de mieux décerner, mieux servir les entreprises. J'ai peut-être une couple de points que j'aimerais clarifier, puis ensuite peut-être tourner à Randy pour peut-être des points que j'ai oubliés, puis ensuite
tourner à la question-réponse où je pourrais revenir, ou Randy pourrait revenir. Il y a certainement une possibilité de re-engager des employés rétroactivement. C'était quelque chose qui n'était pas nécessairement clair, mais à travers nos questions-réponses, c'est plutôt clair. Il y a aussi des questions au niveau un schedule de fréquence de paye qui est mensuel ou 2 fois par mois au lieu d'hebdomadaire. Et encore là, je pense que nos outils essayent de guider les entreprises. C'est pas nécessaire de changer votre fréquence de paye juste pour s'aligner avec ce programme de loi. Alors, je pense que j'arrête là pour permettre plus de temps aux questions et réponses, mais je veux simplement signaler que les outils et les informations commencent à circuler. Ça va continuer et nous sommes ouverts à partir de lundi au niveau des applications actuelles. Alors, je cède la parole à Randy, puis je demeure prêt si je saute dans les questions-réponses. Merci Ted et merci tout le monde pour avoir nous donné l'opportunité de vous parler de la subvention salariale. Comme Ted a dit, on a des questions et réponses qui étaient publiées sur notre site web hier soir. Ça va vous donner un aperçu dans la subvention salariale. Il y a des questions sur l'admissibilité, le calcul de revenus, les employés admissibles, de la rémunération admissible et comment calculer la subvention et comment demander la subvention aussi. Alors, beaucoup d'informations qui vont vous aider à appliquer pour la subvention et ça va répondre à beaucoup de questions, mais on est certain il y aura des autres questions sur lesquelles il serait nécessaire pour nous de répondre. Merci tout le monde. Je vous remercie tous les deux. Et puis, donc, si vous avez terminé votre présentation, je vais demander à mon collègue Gopinath de prendre le plus de questions possibles des participants et vous les poser. Et puis, prenez aussi le temps d'y répondre si vous-même ou vos collègues aussi qui sont sur le webinaire veulent rajouter des éléments de réponse ou si vous pensez à des éléments que vous auriez oublié de présenter juste maintenant là, durant votre brève présentation. N'hésitez pas à le faire pour s'assurer qu'on puisse bien répondre aux questions et donner le plus d'informations possible sur la question de la subvention salariale d'urgence du Canada. Alors, Gopinath, je te laisse le soin de présenter les questions à nos panélistes. Merci beaucoup, Jasmin. Donc, allons-y. Il y a des questions de toutes sortes sur différents programmes du gouvernement. Donc, je vais y aller avec la première question qui vient de Cathy ici. Elle dit, si nous signons une entente pour travail partagé, donc le programme travail partagé, est-ce que nous avons droit à la subvention sur la portion payée aux employés? Je crois que c'est plus une question pour Randy. Je ne sais pas s'ils peuvent la prendre. Oui, juste pour vous donner une idée, il y a une déduction de la subvention salariale pour le montant reçu du gouvernement pour un programme de travail partagé. Alors, même si l'employeur peut réclamer tout le salaire pour la subvention, il faut le réduire pour le montant reçu du gouvernement pour le programme de travail partagé. J'espère que ça répond à votre question. Parfait, j'espère que oui. On va passer à un autre appel ici de Nicole. Elle dit, j'ai parlé avec quelqu'un de l'agence et cette personne-là m'a dit que si un employé ne veut pas venir travailler
afin de rester sur le programme qui lui donne le 2 000 $ par mois. Donc, on doit le mettre sur le chômage. Pourquoi on n'en parle pas? Est-ce qu'il y a une raison pourquoi cet enjeu n'est pas abordé? Mais je dirais, sa réponse n'est pas nécessairement la réponse officielle de l'agence. Pour nous, en fin de compte, nous voulons administrer un programme qui subventionne les employés qui sont payés un salaire. Et en fin de compte, la base du programme, c'est vraiment une compensation. Nous avons déjà recueilli cette rétroaction qu'il y a certains employés qui pourraient refuser un retour au travail. Et nous avons passé ce genre de commentaires au niveau de nos collègues qui s'occupent des politiques de travail au niveau du Canada. Nous avons recueilli ce genre de rétroaction à plusieurs volets. Mais en fin de compte, pour nous, c'est vraiment de compenser les employés qui acceptent de retourner au travail. Et nous n'avons aucun rôle nouveau de dicter qu'un employé prendre le bien-être social ou le chômage. C'est pas vraiment notre position. Parfait, merci beaucoup. Donc, on va aller ici sur le sujet de dépendance, le lien de dépendance avec les employeurs. C'est une question d'Alexandre. Il dit comment ça fonctionne pour les employeurs qui ont un lien de dépendance. Est-ce que la subvention fonctionne dans ces situations-là? Est-ce que pour les actionnaires de l'entreprise, la subvention est également accessible? Moi, je vais commencer avec une réponse, puis Randy peut commencer avec peut me suivre avec plus de détails. En concept, on essaie de regarder qu'est-ce qui existait avant la crise. Alors, au niveau de quelqu'un avec un lien, au niveau qui était compensé avec une compensation éligible dans le programme avant la situation, ils seront généralement inclus dans la subvention et éligibles. Qu'est-ce qu'on essaie d'éviter? Finalement, c'est quelqu'un qui serait trop agressif pour ajouter des nouveaux employés ou de nouveaux dépendants salariales pour des gens avec qui il y a des liens. So, c'est vraiment d'essayer de préserver qu'est-ce qui existait auparavant et ne pas encourager une addition trop agressive de personnes avec d'étroits liens. Je ne sais pas, Randy, s'il y a une manière plus claire d'expliquer ça, mais... Ted, je suis tout à fait d'accord. En effet, on a plusieurs questions et réponses sur notre site web concernant qui traitent le lien des dépendances. Et l'essentiel à souvenir, c'est que il faut que l'employeur ait une salaire de base avant la crise. Alors, dans la situation qui se passe dans beaucoup de petites entreprises où il y a de la parenté qui travaille, au niveau qui était en réception d'un salaire avant la crise, c'est absolument prévu comme une subvention éligible. Encore, l'objectif, c'est quelqu'un avec une soixantaine de cousins qui vont gonfler leur masse salariale avec des gens avec qui ils ont des liens de parenté. Excellent, merci beaucoup. On va prendre ici une question d'Annalie. Elle dit « Nous sommes admissibles à la subvention de 10 %, mais nous ne l'avons pas réclamé jusqu'à maintenant. Sommes-nous obligés de déduire le montant auquel on est admissible du calcul de la subvention de 75 %? Encore là, on essaie de faciliter le calcul avec la calculatrice parce que nous sommes conscients qu'il y a des entreprises qui ont déjà pris cette mesure d'allègement et par contre, il y a d'autres entreprises qui l'ont pas pris.
Alors, je pense que Randy, si je me corrige-moi, mais je pense que la calcul elle-même essaie de faciliter cette interaction. C'est correct, Ted. Excellent, merci. On a une question ici de Sylviane qui nous demande, est-ce que les déductions aux sources font partie du remboursement de 75%? Si je comprends bien la question, la décision a été prise de ne pas réduire les déclarations de sources. Est-ce que c'était le processus avec la première mesure d'urgence? Mais Randy, je pense que c'est la valeur brute de 847 qui est allouée? Oui, c'est la valeur brute. Parfait, excellent. On va continuer toujours sur le même programme. Ici, il y a une question qui vient souvent parce que je pense qu'il y a un peu de confusion. Par exemple, la question de José. Elle dit de quelle façon sera calculé le 25% de l'employeur et son obligation de le verser? Si on peut verser 10%, est-ce qu'on sera pénalisé par ce programme-là? Il y a un peu de flou, elle dit. C'est une nouvelle question pour moi. J'essaie de comprendre un peu. Randy, est-ce que tu peux aider ou peut-être c'est une question qu'on va prendre et répondre par après? Donc, tu l'as? OK. Oui, il n'y a aucune exigence dans la loi pour la subvention salariale qui demande que l'employeur doit donner le 25% à l'employé. Mais le montant payé, ça pourrait bien sûr déterminer le montant de subvention salariale. Excellent, merci. On a une question qui revient également de Claudine, de Martine et d'autres. Ils veulent savoir, est-ce que les journées de vacances prises par les employés, les journées de maladie prises par les employés sont subventionnées? Est-ce qu'il y a des spécifications que vous voudriez apporter à ce sujet-là? Je crois que la législation contemple une période de paye. Alors, une complexité au niveau de... prenons pour acquis que la plupart des employeurs... alors, j'hésite au niveau de est-ce que c'est un congé de maladie payé ou impayé. Je ne sais pas s'il y a une incidence, mais l'objectif, c'était vraiment une 14 jours. Non, ne pas avoir une interruption de 14 jours. Alors, si c'est une période où l'employé recevra une compensation en lien avec cette période, je crois 1 ou 2 jours de maladie, même s'ils ne sont pas payés, n'aurait pas une incidence. Et encore, je me tourne toujours vers Randy pour corriger parce qu'encore, c'est de la législation qui est toute fraîche. On veut faire certain qu'on donne la bonne information. Excusez-moi. Si j'ai bien compris les questions, on parle de le montant ajouté à la subvention salariale pour les employés sur un congé avec paie. Alors, en général, l'employé est considéré en congé payé s'il est payé par l'employeur mais n'effectue aucun travail pendant cette période. Je n'ai pas encore considéré le paie pour les vacances, mais le but de cette disposition de la loi, c'est pour l'employeur de réengager des employés rétroactivement, même si l'employé n'était en service, si vous voulez, et était payé. Ça, c'est là pour encourager l'employeur de réengager l'employé. Je ne sais pas si les vacances pourraient qualifier pour cet ajustement à la subvention salariale. C'est ça. Je pense qu'on hésite au niveau de congés payés ou non payés, qui est une nuance.
Et tel que mentionné par mon collègue, c'est vraiment de subventionner la salaire. Alors, je pense c'est vraiment la masse salariale de l'entreprise, c'est vraiment de subventionner ça. Et on va vraiment suivre est-ce que l'entreprise a bel et bien payé les employés. Ça va être vraiment notre mot d'ordre au niveau de la vérification et la validation des réclamations. Parfait, merci beaucoup. On va poursuivre avec une question de Miranda. Elle est dans une situation qui n'est pas habituelle, mais sa question est très intéressante et pertinente probablement pour plusieurs de notre auditoire ici. On est plus de 500 personnes à vous écouter. Donc, voici la question. Nous avons des employés qui sont en rotation d'horaire, 28 jours travaillés de suite, 28 jours en arrêt. Sont-ils admissibles puisqu'ils seront 14 jours en arrêt consécutif, même si cela fait partie de leur horaire de travail régulier? Et là, je pense que c'est un peu clair pour la période au début que non. Pour la première période, parce qu'on retourne en fin de compte au 15 mars. Mais selon le calendrier, ça serait possible qu'ils se qualifieront pour le deuxième ou soit le troisième phase parce qu'il n'y aurait pas cette interruption. Mais je crois dans ce scénario, il y a bel et bien une interruption de plus que 14 jours. Parfait, merci de la précision. On va continuer avec une question de Simon ici. Il dit « J'ai gardé quelques employés en télétravail. J'ai conservé leur plein salaire pour les aider, mais ils ont travaillé entre 50 à 75 de leur horaire habituel. Si nous sommes éligibles à la subvention, comment le calcul du montant se fait-il? » Je pense que dans un premier temps, l'entreprise aurait un choix à faire de rétroactivement compenser. Parce que je présume par la question que l'employeur a réduit le niveau de compensation. Si jamais l'employeur a compensé à 100%, je pense que c'est plus simple. Il pourrait effectuer une réclamation à 100% parce que c'est le montant qui a été payé, sujet à la limite de la programme. Mais je sous-entends que la compensation salariale a été réduite. Alors, je pense que l'employeur aurait le choix. Dans un premier temps, l'employeur pourrait faire application au niveau du statu quo avec le montant actuellement payé aux employés pour les heures réduites. Et je pense en parlant que si rétroactivement, il rajuste la compensation pour les employés à leur salaire habituel, il pourrait effectuer une réclamation à ce niveau, ce deuxième niveau plus haut qui rejoint le salaire actuel. J'ai hésité encore, peut-être Randy confirmer, mais je crois bien, si j'ai compris le scénario, ce sont les choix et c'est vraiment l'employeur qui aurait le choix. Je suis d'accord, Ted, et il faut qu'on se souvienne que c'est le but de la législation, c'est une des buts de la législation, c'est d'encourager les employeurs de réengager rétroactivement et payer des employés rétroactivement pour le salaire à 100%, pour les encourager de prendre l'avantage de la subvention salariale. C'est ça, et en fin de compte, ça rentre dans l'économie, ça empêche les employés d'aller chercher ailleurs, ça attache les employés à l'employeur, et nous attendons aussi nous savons que et les employeurs et les employés ont besoin des fonds en ce moment ici. Alors, je pense qu'on a bien compris et bien répondu à ce moment. Merci beaucoup. On va aller ici avec une question de Ginette. Ça répercute également d'autres questions parce que ça concerne les startups. Donc, Ginette se demande,
Pour une entreprise en démarrage depuis janvier 2020 et qui a payé des salaires depuis janvier 2020 pour plus de 50 000 c'est une entreprise qui a également débuté la facturation en mars 2020, mais elle ne peut plus facturer depuis le 1er avril. Est-ce qu'ils sont admissibles à la subvention? Alors, c'est un des scénarios où notre équipe dans la vérification essaie de regarder, faire certain qu'on ne laisse pas des entreprises à l'abri de bénéficier du programme. Nous avons offert une option au niveau du calcul comptabilité pour aider les entreprises à utiliser le système de comptant. Et sans connaître plus de détails, je ne suis pas certain, mais nous avons ouvert, même si une société habituellement rapporte ses livres et ses finances sur une certaine base, ils peuvent utiliser aussi la base comptant pour comptabiliser. Et je pense dans ce scénario, c'est sans savoir les dates exactes et sans savoir la méthode exacte, je ne suis pas certain s'ils peuvent ou non, mais il y a une flexibilité au niveau de la base comptable pour démontrer que l'entreprise a su faire un manque à gagner. Je ne sais pas, Randy, si tu as déjà fait face à cette question. Oui, on est au courant que il est possible que les startups vont avoir de la difficulté, mais je pense que la législation donne des options pour calculer le revenu admissible des startups, mais s'il n'est pas de... en effet, on a deux options pour calculer le revenu. Ça, c'est une année à l'autre ou une base de revenu pour le janvier et février de 2020. Mais s'il n'y a pas de revenu dans janvier et février 2020, ça pourrait être difficile pour les startups, oui. C'est difficile pour celui qui est en charge des programmes d'observation dans l'agence d'aider un peu dans la comptabilité, mais je dirais si le contrat a été signé en février, par exemple, parce qu'il y a un processus qui aide ou qui offre une option de comparer les revenus dans janvier et février à mars. Alors, ce fameux revenu, si le revenu a rentré en mars, mais par contre, le contrat a été signé possiblement en février sur une base comptable. Est-ce que ce revenu pourrait être un revenu en février? Et c'est vraiment là un peu de notre côté où on trouve il y a une certaine flexibilité au niveau de la méthode de calculer et démontrer qu'il y a une baisse de revenus. Et une des possibilités, c'est les revenus qui sont associés à janvier et février. Mais qui auraient peut-être été payés en mars, c'est peut-être des revenus de janvier et février, qui voudrait dire qu'en mars, il y aurait une perte de revenus. Parfait, merci beaucoup. On va continuer ici sur le critère de 14 jours sans revenus. Je pense qu'il y a une confusion sur ce critère-là qui est présent dans le programme, dans la prestation canadienne d'urgence. Micheline et d'autres disent « Est-ce que je suis dans l'erreur de croire qu'il n'est pas nécessaire que les employés aient été en arrêt pendant 14 jours pour que l'employeur ait droit au programme de la subvention salariale? » Alors, encore pour moi, je pense que le principe, c'est est-ce que les employés étaient payés en relation avec cette semaine et ce langage a une première intention pour permettre la rétroactivité. Alors, je pense, si les employés ont travaillé ou non, c'est pas vraiment la question. Pour nous, la question, c'est est-ce que les employés ont été payés en relation avec cette période de travail ou non?
Encore, Randy, je ne sais pas si tu veux venir sur celui-là. Je n'ai rien à ajouter sur cette question. Merci. Est-ce que c'est une de nos questions-réponses? Parce que vous avez raison, c'est une question qui revient fréquemment. Si ce n'est déjà pas là dans nos questions-réponses, on va faire certain que ça fait partie de la prochaine mise à jour parce qu'on comprend. Et je peux aussi confirmer, même avec les grandes boutiques comptables, c'est une question qui est revenue fréquemment. Alors, cette question de rétroactivité, on essaye de la prôner dans nos communications parce que c'est vraiment un programme intentionnellement contemple que les employeurs ramènent les employés sur leur feuille de paye, même rétroactivement. Excellent, merci beaucoup. Et Ted, je pense que notre question et réponse traite cet enjeu aussi. C'est couvert maintenant, OK. Oui. Génial. On va aller avec une question sur un autre sujet de Brigitte. Elle dit « J'ai fait ma déclaration de TPS avant le 30 mars pour la période de décembre à février. Je n'ai pas payé le montant dû et depuis, j'ai reçu 2 lettres pour payer le montant avec intérêt. J'ai appelé à l'agence et je n'ai pas été en mesure de dire ce que je devais faire. » So, encore, c'est délicat parce que je connais pas les circonstances directes, mais en général, c'est des intérêts que l'agence a annoncés qui ne seront pas chargés. Nous avons procédé à l'annonce que ces intérêts étaient pour être tenus en suspens avant de changer nos systèmes informatiques. Alors, c'est vrai, il y a beaucoup d'entreprises qui sont rentrées dans nos systèmes le 1er avril, le 2 avril, et on a reçu cette question, pourquoi que le ministère aurait annoncé qu'il n'y aurait pas d'intérêt chargé, et je vois des charges d'intérêt sur mon compte. Mais c'est vraiment dans le désir de prendre des décisions immédiatement et annoncer. On a procédé à l'annonce avant qu'on ait pu changer nos systèmes, mais soyez certains que sans effectuer des demandes individuelles, l'agence radie ses intérêts pour être constant avec les délais qui ont été annoncés sur le site web. Il peut toujours avoir des situations où il y avait déjà une date ailleurs, mais je sais que le scénario où quelqu'un a eu quelque chose qui n'aurait pas dû sortir, parce que aussi les rapports papier, c'était l'intention de tout supprimer, ces rapports et ces notices par papier, mais parfois il y avait d'autres informations ou des exceptions. Par exception, des notices en papier ont sorti aussi. Alors, je peux vous rassurer que l'agence proactivement va respecter les engagements qui ont été pris. Parfait, merci beaucoup. On va continuer avec une question très intéressante de Patrick ici, toujours sur la subvention salariale d'urgence. Je pense que ça va concerner et intéresser plusieurs entreprises qui donnent des salaires à pourboire. Donc, il dit, dans le cas des employés à pourboire, est-ce que la subvention peut combler le manque à gagner des employés ou est-ce que c'est seulement le taux horaire qui est admissible? Yeah, excellent. So, commençons avec le point qui est clair. Oui, absolument, l'aspect salaire est couvert. Dans un scénario où les pourboires étaient contrôlés par l'employeur, j'essaie de penser si c'est éligible ou non, parce qu'il y a deux questions. Il y a une question, est-ce qu'un pourboire est éligible ou non? C'est une question d'éligibilité que Randy serait. Comme celui en charge d'observation, j'ai tout de suite pensé, est-ce qu'il y a une constance? Parce que l'autre préoccupation avec des pourboires, ce serait de regarder quel était le montant de pourboire qui était déclaré auparavant. Parce que c'est une de nos vérifications de voir si la compensation est constante avec la compensation antérieure. Mais si des pourboires ne sont pas éligibles,
Je pense ma deuxième préoccupation au niveau de la constance, puis est-ce que les pourboires étaient contrôlés, rapportés dans le passé, n'est pas vraiment pertinent si les pourboires ne sont pas éligibles. Randy, de mémoire, est-ce que tu te souviens si ça faisait partie de la liste? Non, cette question n'est pas sur notre liste, mais je pense que vous avez bien dit que ça dépend du niveau de contrôle de l'employeur de payer les pourboires avant la crise. Et s'il y a des changements pour prendre avantage, ça pourrait être problématique. Mais en général, il n'y a pas de problème. So les pourboires sont éligibles. C'est une compensation éligible si c'est contrôlé par l'employeur. Selon moi, oui. Oui. Mais, oui. Alors, mais on n'a pas considéré les questions, alors oui. je voudrais y réfléchir un peu avant de me prononcer définitivement. Oui. Alors, je pense qu'on a une confirmation. Peut-être c'est possible que la législation est muette aux questions. Alors, ça devient une question d'interprétation de l'agence. Ça, c'est important de l'avoir soulevé. Et la deuxième problématique, c'est plutôt lors de la réception de réclamation, pour nous, c'est de vérifier l'historique. Au niveau que les pourboires étaient déclarés dans le passé, on peut voir qu'il y a une historique. Ça faciliterait beaucoup le paiement de la réclamation s'il y a lieu. C'est très intéressant ce que vous dites. On va certainement faire un suivi avec vous pour confirmer tout cela. On va continuer cependant parce que les questions continuent à rentrer. Je pense que vos réponses sont très appréciées. Ici, on a énormément de questions de Sylvie, de Christian et d'autres sur le type de salaire que le propriétaire se verse. Donc, j'y vais. Le salaire d'un dirigeant actionnaire est-il admissible? Celui-ci a toujours reçu une rémunération régulière avant l'arrêt et il a toujours versé un T4. D'autres questions qui se reportent à ça, si les gens se versent une dividende, est-ce que la subvention salariale s'applique à eux aussi? Peut-être passer à Randy. Moi, j'étais distrait par les pourboires, puis je vérifie la législation. Je m'excuse. Oui, si l'employé qui sont le propriétaire d'une corporation recevait un salaire avant la crise et il n'y a pas de problème, mais s'il ne reçoit pas un salaire avant la crise, ça pourrait être problématique. Aussi, les dividendes ne sont pas admissibles pour le salaire, pour la subvention salariale. C'est bien, merci beaucoup pour la réponse précise. Une autre question qui revient beaucoup, c'est une question, par exemple, de Nadia. Elle se demande, est-ce que nous sommes obligés de combler la différence de 25%? Comment une entreprise peut démontrer qu'elle a tout fait pour combler cette différence-là? C'est Randy ici. Il n'y a aucune obligation pour l'employeur de combler le 25% et il serait toujours admissible pour la subvention salariale, mais seulement pour le montant payé. D'accord. Est-ce que vous voulez embarquer sur la sous-question qui est les démarches que l'entrepreneur doit faire pour démontrer sa capacité ou non de combler ce 25%? Il n'y a aucune démarche nécessaire s'il n'y a aucune exigence dans la loi pour combler le 25%. Si j'ai bien compris la question. Oui, excellent. Merci beaucoup. On va continuer ici avec une question de Sylviane. C'est une question technique, mais pas pour le moins intéressant, donc j'y vais. Elle dit, mes employés reçoivent la prestation canadienne d'urgence depuis 4 semaines.
si mon entreprise fait une réouverture partielle d'ici quelques semaines, est-ce que je dois les payer rétroactivement et rembourser le PCU pour avoir droit aux 75% de la subvention salariale? Tel que demandé, je pense il y a deux réponses faciles, mais ça laisserait ouvert une troisième qui est plus difficile en ce moment. Mais c'est absolument prévu que de bonne foi, beaucoup d'employés auraient réclamé le subvention personnelle et que absolument nous attendons que les employeurs soumettent leur réclamation pour la subvention salariale d'urgence du Canada, qui aurait comme conséquence de mettre les employés dans une position d'avoir reçu de la paye pour 2 semaines ou relié à cette même semaine. Alors, la première partie, oui, absolument. Nous attendons que l'employeur effectue des demandes pour ses employés et nous sommes conscients que de bonne foi, les employés se trouvent dans une position d'avoir été payés 2 fois. Au niveau de régler cette situation, nous sommes clairs que ce ne serait pas à l'employeur de régler la situation. Et au moment qu'on se parle, on veut certainement minimiser le fardeau sur l'employé dans cette situation et nous travaillons à trouver les options à ce niveau pour régler cette situation. Mais il n'y a aucunement question de ne pas réclamer la subvention salariale d'urgence dans ce scénario et nous ne s'attendons pas à demander dans ce temps de crise aux employeurs à démêler la situation. Et pour la solution, cette solution magique, nous sommes encore en discussion pour trouver la meilleure manière qui protège les fonds publics, qui reconnaît la situation de la crise et qui minimise le fardeau administratif sur tous et une. Excellent, merci beaucoup. On va continuer. Il nous reste moins de 10 minutes avant la fin de ce webinaire. On va continuer avec une question de Lynn. Elle dit, est-ce que la subvention est admissible pour tous les employés ou l'on peut la demander seulement pour quelques-uns d'entre eux? Si j'ai bien compris, l'employé doit être à l'emploi pour une semaine pleine, donc à temps complet ou à temps partiel. Je pense qu'il y a 2 éléments. Le premier élément, au niveau du temps partiel, je pense qu'il n'y a pas vraiment de critère qui va différencier les heures ou même le niveau de compensation. Oui, c'est vrai, il y a un maximum, mais même un employé avec une forte rémunération serait éligible pour une partie. Et je pense, Randy, que cette question, est-ce que toute la masse salariale est couverte ou non? Et est-ce que c'est facultatif pour l'entreprise ou non? Je pense que cette question, est-ce que c'est facultatif pour l'employeur de choisir quels employés à payer rétroactivement ou pour quels employés de soumettre? Est-ce que c'est facultatif de faire une demande juste sur une portion de sa masse salariale? Je pense que tu as déjà fait face à cette question. C'est la première fois pour moi d'entendre cette question. Alors, comme j'ai dit auparavant, c'est quelque chose à laquelle je voudrais réfléchir. Mais l'essentiel, c'est que pour le salaire de l'employé, de qualifier, c'est l'employé doit travailler pour de moins de 14 jours consécutifs pendant la période. Alors, bien sûr, il y a une opportunité pour l'employeur de planifier comment engager ou réengager certains employés, mais c'est au employeur de décider. Alors, je n'ai rien beaucoup plus à ajouter en ce moment. C'est ça. Je pense qu'il n'y a pas de règlement. Nous autres, notre préoccupation,
c'était de confirmer qu'il n'était pas trop d'employés et qu'il n'y avait pas erreur au niveau de la duplication de la réclamation. Et comme Randy mentionne, je pense que c'est la première fois qu'on a la question qui parle un peu d'entreprise faire la demande pour simplement une partie de leur masse salariale. Et Ted, c'est important à ajouter aussi qu'il n'y a pas de limite dans le calcul de la subvention salariale pour le nombre d'employés. C'est juste une limite de le montant pour chaque employé. Excellent, merci. Il nous reste moins de 5 minutes, donc je vais aller avec une question ici qui revient également souvent. C'est une question de Steve. C'est sur quelle portion ou à quel salaire le calcul est fait. Donc, il dit, je versais un salaire avant la crise de 1 000 $. Maintenant, je paye un salaire de 800 $. Est-ce que la subvention se calcule sur le 1 000 $ ou sur le 800 $? Une des premières questions, c'est s'il y a une réduction du salaire due à la crise et avec la subvention, c'est possible de retourner l'employé à son salaire de 1 000 $. C'est un peu l'intention de la politique. Alors, si, en fin de compte, la réduction était causée par le manque de subvention, je pense qu'on espérait que cette subvention permettrait à l'employeur de rétroactivement rajuster le salaire, comme on a touché dans une autre question, et retourner l'employé au salaire régulier, si vous voulez. Et sinon, pour peu importe la raison, je pense que si l'employé a été compensé à 800 $ pour la période en question, la réclamation pourrait se faire sur cette base de 800 $ et c'est entièrement contemplé par le programme. Pour répondre à une question qui a été proposée, si la situation était le contraire, avec un accord beaucoup plus agressif, si on parlerait d'un employé qui était compensé 500 $ et lors de la création de la subvention, tout à coup, il y a un désir de le payer 1500 $ par semaine. Ça, c'est le genre de scénario où l'agence poserait des questions. Et il peut y avoir une explication tout à fait logique et bien documentée pour expliquer la situation. Mais c'est vraiment le sens contraire où la masse salariale a augmenté, où on voudrait rentrer en contact par téléphone, simplement comprendre la raison pour laquelle il y a ce changement et sans beaucoup de gaspiller beaucoup de temps aux questions, de simplement dans un échange assez franc à s'assurer qu'il y a un raisonnement pour expliquer. Alors, je pense, pour encore revenir à la souplesse de la programme, c'est vraiment pour appuyer les employeurs, les donner un coup de main, puis les aider à aider leurs employés. Alors, je pense dans ce scénario, c'était envisagé de rétroactivement rajuster le salaire au montant régulier. Mais si la soumission arrivait avec le montant réduit, probablement sans question, ça passerait. Et s'il y a une augmentation, par contre, assez significative, ce serait une simple question de téléphone puis de contact pour clarifier la situation. All right, merci. Une dernière question pour la route. Une question de mai ici. J'avais des employés au chômage avant la crise de la COVID-19, mais ils n'ont pas pu commencer à temps en raison de la COVID-19. Est-ce qu'on est éligible? Et est-ce que cet employeur contemple engager... J'essaie de penser aux critères qui sont pertinents. Alors, pendant que peut-être Randy a la chance de réfléchir, voir si on a fait face à ça, un des questions encore, c'est toujours, est-ce que l'employé va être payé en lien avec la période de mars ou non?
je pense ce scénario d'employé qui n'était pas déjà sur la feuille de paye n'est pas nécessairement dans l'optique du programme. Et sous observation, nous autres, on demande des questions comme à quel niveau l'intention était ferme. On va peut-être se dire, mais est-ce qu'il y avait un contrat de signé? Est-ce qu'il y a des courriels qui établissent que vraiment l'employé était schedulé à commencer? Alors, au niveau d'avoir une certaine éligibilité d'un employé qui n'avait pas déjà commencé, même si éligible, il y aurait le bien fondé de cette intention, puis la certitude de cette intention serait peut-être sujet à quelques questionnements. Mais Randy, je ne sais pas si tu as fait face à l'éligibilité d'employés qui n'étaient pas déjà sur la masse salariale, mais c'était contemplé que l'employé commence à travailler. Ted, c'est pas quelque chose à laquelle j'ai considéré. Alors, encore une fois, c'est quelque chose que je voudrais y réfléchir. Oui, mais pour vous aider, donner une certaine piste, pour moi, est-ce que c'était un employé avec un contrat? Est-ce que c'était un employé qui avait déjà une date ferme pour débuter le travail? Et si le vérificateur de l'agence appelle, qui questionne un peu, est-ce que c'est facile d'envoyer par courriel 3 ou 4 documents créés dans le temps pour établir que oui, bel et bien, c'était un employé où était tout décidé et prévu. Parce que face à une preuve raisonnable, comme une courriel, comme un contrat déjà signé en date, je pense que l'agence regarderait ça comme quelque chose qu'on voudrait respecter. Si c'était simplement une entente verbale et moins structurée, moins bien documentée, je pense que ce serait plus difficile d'appuyer ce genre de scénario. Parfait. Merci beaucoup à vous pour les réponses. Je vais laisser le mot de la clôture à Jasmin. Oui, bon, merci beaucoup, Gopinath. Dans un premier temps, je voudrais remercier nos panélistes et les gens de l'Agence du revenu du Canada qui ont été présents avec nous aujourd'hui. Faisal Ghulam-Hussein, Ted Gallivan, Randy Ouellette et Carleen Ear. Je tiens à vous remercier beaucoup de votre présentation et de votre temps aujourd'hui. Je sais que vous travaillez très, très fort et puis on tient à vous remercier pour votre temps aujourd'hui, d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Je sais qu'elles sont souvent difficiles et c'est un exercice qui est des fois ardu de répondre à des questions. Et donc, je vous remercie beaucoup pour la présentation. Je vous remercie beaucoup de répondre aux questions, de vous rendre disponible pour parler avec nos membres. Je tiens aussi à m'excuser, au fond, auprès des gens qui ont assisté à le webinaire si leur question n'a pas pu être posée cet après-midi. Mais sachez que toutes les questions que nous avons eues cet après-midi, que nous avons colligées dans notre document, vont être envoyées à l'Agence du revenu du Canada pour les aider à améliorer leur propre liste de questions qu'ils ont sur le site web de l'Agence du revenu du Canada. Et donc, si jamais certaines de ces questions-là qui n'ont pas pu être posées aujourd'hui vont pouvoir peut-être être répondues là, par l'entremise de la liste de questions et réponses qui sera sur le site web de l'agence. Et puis, n'hésitez pas à les contacter également. Vous pouvez les appeler. Vous pouvez également appeler la FCEI au numéro que vous connaissez, le 1-888-234-2232.
Et puis, on sera là pour essayer de répondre à vos questions. Comme ça a été mentionné à la toute fin par les intervenants de l'Agence du revenu du Canada, c'est important de garder en tête de documenter vos conversations et de garder, au fond, un carnet ou un dossier de ces conversations-là que vous avez avec vos employés. Donc, si jamais vous deviez revenir en arrière et démontrer les actions que vous avez posées par des pièces justificatives, c'est toujours mieux de garder ces courriels-là bien sauvegardés là, dans les dossiers appropriés. Et je vais terminer également en remerciant mes collègues Rachel et Gopinath pour leur très bon travail de coordination et d'exécution pour ce webinaire. Et vous mentionnez qu'il y aura peut-être un autre webinaire avec des représentants de l'Agence du revenu du Canada. Et si c'est le cas, évidemment, nous allons informer nos membres. Et encore une fois, je tiens à remercier nos panélistes aujourd'hui pour leur temps et pour leur présentation, d'avoir répondu à nos questions. Et je souhaite à tout le monde un très bon week-end. Merci.